C'est un imposteur. Bon, moi je n'en sais rien, hein, je vous signale. C'est un très bon physicien, Bruce McLeod. D'accord. Très réputé. Pardon, désolé. Alors, des questions? Oui, le livre là, de Didier Van Kovler, il est récent. Oui, parce que il est, alors, très curieusement... Enfin, je finis ma question. Oui. C'est lui qui est en contact avec des personnes décédées, dont Einstein et... C'est celui-là. Ah bon? C'est celui-là, d'accord, ok. Pardon, je sais pas, un livre L'auteur en question, là, au-delà de l'impossible, il était en contact avec la femme d'un chanteur, Delpech, Delpech qui est une grande médium, et qui était en contact avec Albert Einstein, et peut-être Tesla d'ailleurs. Voilà, ok, donc je l'ai lu le livre, effectivement. Von Kovler, je le connais parce que c'était un ami commun avec le père Borlu, et c'est eux. Mais ma dernière question, c'est les ondes scalaires ne s'atténuent pas avec la distance, elles gagnent en amplitude. Vous le confirmez, non? Enfin, c'est ce que j'avais dit. Elles gagnent en puissance avec la distance. Déjà, ça s'atténue pas, après qu'elle gagne en amplitude. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. C'était super intéressant déjà. Vraiment, merci à vous. Néanmoins, j'ai été étonné que vous n'ayez pas du tout évoqué quelque chose on est complètement dans le sujet, c'est complètement connexe. C'est les travaux dans les années 30 qui sont poursuivis dans les années 40 pendant la guerre par les nazis. Je dis bien les nazis, pas vraiment, avec la société Vril et notamment les vortex de mercure, etc. Oui, et donc c'était pas présent dans votre... les slides sont là, mais ils sont masqués parce que j'avais pas le temps de tout détailler. D'accord. J'aurais aimé parler de Schauberger. J'aurais aimé parler, donc toutes les infos sont... j'ai les infos là, mais le temps est prêt. Je crois que c'était occulté ou que c'était... Non, d'accord. J'aurais aimé parler, mais... Alors, c'est pas... Alors, quand j'ai parlé des champs de torsion, voilà, là on est sur les champs de torsion, on n'est pas sur l'électrogravité. D'accord? Moi, juste un mot. J'ai un peu étudié. Je voudrais quand même dire un mot. Moi, je suis très intéressé par la conférence, mais il y a des choses, personnellement, dont je me méfie beaucoup. C'est toutes ces histoires de... Vous avez fait allusion, là, ces astronefs de 2 km de long. Là, Oui, alors là, franchement, ça craint énormément. Là. À mon humble avis. Hein. Mais à partir du moment où on maîtrise l'électrogravité, ou l'antigravité, c'est plus un problème. Oui, mais attendez, vous vous rendez compte du secret que ça implique, construire des astronefs de 2 km de long? Où est-ce qu'on les construit? Où est-ce qu'on les garde? Apparemment, il y a un site connu dans le désert, quelque part aux États-Unis, bien caché. Mais bon, c'est pas. Mais la taille n'est pas un problème. La taille n'est pas un problème. Il peut y avoir un peu de désinformation mélangée. C'est pas bien grave. Oui, mais. Oui, d'ailleurs par rapport à ces flottes, la Black Fleet et autres, et toutes ces flottes, au départ, ils ont utilisé des sous-marins. Oui, tout simplement. C'est hermétique, c'est étanche, c'est donc des vaisseaux en forme de cigare. Voilà. Oui. Il y a aussi des vaisseaux qui ne sont pas de chez nous, vraiment. Mais les sous-marins, et donc c'est déjà des super grosses structures, c'est super lourd, c'est massif. Oui. Et puis, comme vous dites, la taille, le poids n'a plus. Donc j'ai une série de 3 vidéos. Donc et des sous-marins nucléaires notamment, certains fournissaient, justement, ça fournissait également, certains fonctionnaient avec l'énergie des réacteurs nucléaires du sous-marin. Il y a eu différents essais au niveau de la source. Oui. Voire même des réacteurs au thorium, paraît-il. Oui, voilà. Mais donc j'ai une série, donc les vidéos 22, 23, 24, expliquées par Fabienne, parlent de ça. Moi je voulais vous parler, est-ce que vous avez entendu parler de Victor Grebennikov et de ses expériences de l'antigravité? Oui, c'est ce que vous m'avez, parce que Patrice m'a passé, je crois. Oui. Avec des insectes. Oui. Bon, c'est pas de l'électrogravité là. Mais, oui. Il y a une question en fait, cette électrogravité, c'est pas vraiment de la gravité, ça permet de lutter contre la gravité. Si, c'est une forme d'antigravité, donc il y a différentes technos, il y a différentes solutions, mais ça c'est la version électrique. C'est pas de la gravité inverse.
c'est pas comme la gravité, ça a le même rôle. Oui, c'est une force qui vient compenser. Et donc là, et c'est une force pulsée. Oui. Mais ça vient manipuler l'éther. Donc Tesla était à fond sur la maîtrise de l'éther et du flux d'éther. Donc là, ça vient déplacer l'éther comme la gravité déplace l'éther en fait. C'est mes prochaines vidéos. Donc je prévois une série de 3 vidéos qui devraient sortir sous peu, qui donneront un éclairage supplémentaire là-dessus. Et quelles sont les alternatives autres que l'électrogravité en rapport avec l'antigravité, autre que le moyen de l'électrogravité? Il y a des choses autour donc, de supraconducteurs en rotation, donc ça dans le TR3B par exemple, où il y a des supraconducteurs. Donc là on est sur les champs de torsion, donc ça provoquerait des dépressions, des surpressions d'éther, comme l'électrogravité, mais donc avec une autre technique. Donc Martine Tajmar par exemple a sorti des articles il y a une dizaine d'années, suite à une expérience que la NASA ou les États-Unis voulaient faire pour mesurer un effet de relativité générale qui s'appelle le lens steering effect, où quand quelque chose se met à tourner, ça va créer une petite gravité. Donc, il y a un effet de traînée de l'éther. Donc ça c'est connu dans la relativité générale, mais c'est des effets plus petits que microscopiques, donc vraiment ultra légers. Et la NASA a lancé un satellite qui devait mesurer cet effet. Et sauf que l'effet mesuré était 10 puissance 14 fois plus fort que prévu. Et là, donc Martine Tajmar a sorti un premier article. On dit, j'ai trouvé un truc, 10 puissance 14 fois plus que prévu. Et puis après, quelques années après, comme il a l'habitude de faire, dès qu'il vous tombe sur des trucs qu'il ne faut pas dire, ah non, je me suis trompé, mes instruments, mes mesures sont pas bonnes et tout. Non, oubliez, j'ai rien dit. Alcubierre. Alors oui, mais ça, alors c'est typiquement pour moi, justement, donc ça c'est financé par la NASA, etc. C'est toute la politique de désinformation pour nous amener vers des technos de relativité générale qui sont inapplicables. Tout est fait pour ça. Les bouquins, les documents de la DIA, tous ces bouquins sont faits pour dire ne regardez pas Thomson Broad, Tesla. Le bouquin de Willis là, qui fait 700 pages. J'ai cherché Tesla dedans, et Tesla il est cité, c'est l'unité électromagnétique, mais c'est tout. Les travaux de Tesla sur les 700 pages ne sont pas cités. Donc tout est fait pour enterrer les travaux de Tesla et nous amener vers des choses qui ne marchent pas. Moi, si je peux me permettre, oui. Un mot, je suis certain, je sais qu'il y a beaucoup de désinformation. Où elle est, cette désinformation? Moi, je conseille de se méfier, de se méfier de beaucoup de choses. Oui. Bien, oui. Oui, alors d'abord, est-ce que... bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai beaucoup apprécié, je connais déjà un peu le sujet. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler des travaux d'un Allemand qui s'appelle Constantin Mell? Oui, il est cité, voilà. Donc c'est il est cité là-dedans, c'est grâce à ce bouquin que j'ai découvert Constantin Mell et les ondes scalaires, et c'est ça qui m'a amené à travailler, à faire ma vidéo. En fait, ce bouquin-là, je l'avais lu une première fois, donc il y a 2 ans, quand il est sorti à peu près, et c'est ça qui m'a amené à étudier les ondes scalaires et à sortir ma vidéo 13 sur la théorie de la gravitation des ondes scalaires. Mais donc, quand j'ai sorti cette vidéo, c'était plus, cette vidéo sur la gravitation, c'était plus un résumé, une synthèse de ce qui existait dans le domaine là-dessus. Et j'ai retravaillé le sujet, et j'ai les 3 prochaines vidéos qui vont sortir, et des infos dedans, c'est extraordinaire. Oui, alors moi je l'ai assisté à une de ces conférences en Bosnie-Herzégovine sur la pyramide de Visoko. Oui. C'était à la pyramide de Visoko qu'il est venu faire une conférence sur les ondes scalaires, et il a fait une démonstration avec un système de transmission d'ondes scalaires à un petit bateau de démonstration qui avait une antenne réceptrice, un moteur électrique, et qui se déplaçait par électricité scalaire transmise. D'accord. Voilà un truc très simple. Voilà. Alors sinon, beaucoup des choses, Didier von Kollert, je l'ai lu, c'est remarquable effectivement.
Le système de déplacement avec les deux anneaux électromagnétiques, c'est exactement ce qui est décrit dans un bouquin par quelqu'un qui a vécu une dizaine de mois avec des extraterrestres dans une base dans l'Himalaya. Quand vous parlez des deux anneaux, vous pensez à quoi là? Dans le bouquin OVNI en France, c'est décrit. D'accord. Robert Hortal, c'est décrit. Ça ressemble exactement à ce que vous avez montré. Donc ça se connecte avec beaucoup de choses, quoi. Et alors sinon, je voulais donner une information, puisque moi je me suis occupé de la parution des livres traduits du roumain de Raducin Amar en français. Il y a un nouveau livre qui est paru il y a 2 ou 3 jours en Roumanie, qui est sur l'histoire cachée de l'humanité. Donc c'est paru en roumain il y a quelques jours. D'accord. Alors bon, il paraîtra forcément en français. Alors j'ai averti, je l'ai su moi, au moment où il y a eu l'annonce qui a été publiée en roumain, je l'ai su, j'ai su qu'il fallait regarder le site, et j'ai regardé. Et donc j'ai prévenu immédiatement l'éditeur français. Merci pour l'info. Extraordinaire les bouquins. Merci Daniel. J'en ai lu 2 sur les 2 premiers, c'est super. Ouais. Oui, à propos du vent des terres, vous savez que le prix Nobel d'économie Maurice Allais a refait les calculs, c'est-à-dire qu'il a récupéré les archives de l'expérience de Michelson-Morley, et lui il a trouvé 8 mètres par seconde. Donc évidemment il n'y a pas 30 mètres par seconde. C'est 30 km secondes. 30 km par seconde. Donc lui il a trouvé 8 km par seconde. Maurice Allais en faisant les calculs, et il a même travaillé sur un autre interféromètre, et donc ça a été confirmé qu'il y a réellement un vent des terres, mais pas de 30 km par seconde. Mais il est plus faible et il n'y a pas d'explication, il n'y a pas eu d'explication scientifique. Vous avez eu connaissance de ces travaux? J'ai entendu parler que... Donc sur Internet, vous tapez Maurice Allais, etc. Donc c'est assez intéressant de savoir que l'information est allée jusqu'à nous faire croire que l'expérience de Michelson-Morley, c'était 0 km par seconde, ce qui est faux, puisque Maurice Allais a refait ses calculs et a trouvé 8 km. Nouvelle question. Oui, donc est-ce que vous avez, enfin, puisque vous êtes ingénieur, vous êtes compétent dans tous les domaines techniques que vous décrivez. Pas tous. Non, on essaye de... On est aux limites de toute façon de la compréhension de certaines choses. Mais vous, plus que beaucoup de gens, en fait, c'est pas mon cas en tout cas. Voilà. Et est-ce que vous avez tenté, par exemple, parce que c'est pas très cher, et puis vous savez peut-être où trouver les matériaux, de reconstituer une machine de sœur, un SEG ou un KEG, enfin toutes ces machines qu'il a, vous-même d'expérimenter dans la matière. Pas encore, mais bon. Parce que voilà, c'est peut-être le Graal, c'est d'arriver. Oui, j'aimerais bien. Oui. Mais j'ai pas encore, pas encore tenté. Non. Et sinon, dans le même. Pour des essais? Avez-vous eu des contacts, notamment américains peut-être? Non, pas directement, non. Parce que c'est finalement très faisable. Les matériaux, c'est pas les éléments très puissants. Enfin, il n'y a rien d'inaccessible au niveau. Oui, enfin, oui. C'est presque du bricolage, je veux dire, à la limite. Et dans le même état d'esprit, vous avez parlé du champ généré. Alors là, on est touché à l'énergie du point zéro. Oui. Bon, il y aura des machines qui génèrent de l'énergie du point zéro, l'extraction de l'énergie du point zéro, avec aucune pièce mobile. Ni rotor, ni stator, rien de mobile. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Rien de mobile, aucune pièce mobile. Ce qui fait qu'on est entièrement... De toute façon, le dispositif de Tesla avec son antenne, c'était 8 tubes, 8 ou 12 tubes. Il n'y a rien de mobile. Hein. Ah ouais, dans sa Pierre Sarraud, ça veut dire. Donc pas d'usure, pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien de mobile. Voilà, d'accord, merci. Pour aller en prison, c'est excellent. Pour être ruiné Voilà, c'est un peu chaud comme techno. Jean-Louis Naudin a refait l'expérience de sol. Non, Jean-Louis Naudin, lui, il fera que dans l'air libre, il dit que, sous le vide, ça marche pas.
Oui, et Jean Bénodin, il n'est pas sur des dispositifs pulsés, il est sur du courant continu. Non, de ce que j'ai vu là. Oui, bonsoir. Oui, c'était pour un problème un peu différent, je dirais, plus fondamental et élémentaire, disons, du point de vue certains étudiants. Par exemple, du point de vue histoire des sciences, est-ce que l'on sait exactement comment vous évoquiez au début la progression des différentes mesures, ce qui fait penser d'ailleurs à une expo excellente qui avait lieu à la Cité des Sciences qui s'appelait Mesures et démesures, c'est-à-dire à partir de quelle époque on situait les premiers travaux de Tesla des années 1880 et 1890 jusqu'à 1900, jusqu'au siècle. Et donc, est-ce que à partir de quelles années on a pu, quand on parle finalement de l'électron, quand on nous dit qu'un atome de calcium au lieu d'un atome de phosphore se caractérise par une valence d'avoir 2 électrons de plus ou un proton de plus de telle nature, etc., d'en avoir perdu son ion, son cation, son anion, etc. À partir de quelle époque on a mis au point l'appareil qui pouvait arriver à dénombrer ces billes autour du noyau, comme par exemple, notamment à partir de l'invention, par exemple, de l'oscilloscope, qui en lui-même, le microscope à lire le courant. C'est le tableau de classification de Mendeleïev. Mendeleïev, il a... Oui, mais avec quel appareil, à partir de quel moment on a inventé l'appareil qui je sais pas comment dénombrer ces électrons. Je sais pas comment Mendeleïev il a fait, mais son tableau de classification, c'est à partir de la masse des éléments. C'est ça qui est extraordinaire. Au début, c'est uniquement à partir de la masse et d'hypothèses. Et ensuite, on a pu connaître la structure du noyau des atomes beaucoup plus tard, avec les accélérateurs, on a commencé à les passer en morceaux. Mais au début, c'était purement une déduction intellectuelle. L'analyse, si tu veux, de la composition du noyau, oui, c'était quelque chose qui a été fait beaucoup plus tard. Mendeleïev, il l'avait déduit, ces gens-là l'avaient déduit. Mendeleïev, il a organisé la structure il a fait un tableau qui permettait de comprendre et de prédire les qualités chimiques des éléments en fonction justement de leur nombre d'électrons. Moi j'avais lu que c'était à partir de leur masse. Exactement. C'est pour ça qu'on a ça le tableau périodique. Bonsoir, je vous remercie pour votre conférence extrêmement documentée et passionnante. Moi j'ai du mal à comprendre comment un voyageur dans une soucoupe, on pourrait imaginer une nation volante future, comment le système de propulsion arrive à influencer sur sa masse pour que l'engin lui-même et que lui puisse se propulser, et quels sont les effets secondaires sur le corps humain de ces systèmes. Donc, normalement, comme je l'ai expliqué au début, c'est que ça crée une accélération. En fait, alors, mon interprétation, c'est que la gravité, c'est une dépression des terres. Et le but, là, c'est d'aller créer des surpressions ou des dépressions. Et il n'y a normalement, il n'y a pas d'effet secondaire sur le corps, parce que toutes les cellules du corps sont accélérées, même si c'est par un coup, c'est pas grave, et toutes les cellules sont accélérées en même temps, donc il n'y a pas de lésion. Donc c'est ça qui est fabuleux. On peut être secoué, vu de l'extérieur, un ovni peut faire n'importe quoi, à l'intérieur on ne ressent rien. Il y a quand même l'idée de l'action et de la réaction. Ça, je comprends bien qu'un ovni à l'intérieur, que toute la force va agir sur absolument tous les objets de l'ovni et toutes les cellules du corps humain, on ne va rien sentir à l'intérieur, l'accélération. Mais l'accélération, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a accélération uniquement parce qu'il y a action et réaction? Non, il n'y a pas réaction. Réaction contre les terres, alors, directement. C'est comme on est comme emporté dans un courant d'air. Il faut faire l'analogie avec un courant d'air. Donc on est pris dans un courant d'air. Au niveau cellulaire. Ouais. Oui. Oui. De nouveau, merci pour cette conférence passionnée. Je voulais savoir si vous saviez pourquoi est-ce qu'il y aurait eu des crashs d'OVNI par rapport à cette technologie. Est-ce que ça s'explique? Apparemment, dans différents articles que j'ai lus,
il y a certains, ça aurait été donné volontairement pour que l'humanité, pour que l'homme progresse. Mais bon, j'en sais plus. C'est une théorie. Mais alors il y a quand même aussi des perturbations avec des éclairs, etc. Parce que les systèmes sont un peu sensibles, peuvent être sensibles. L'histoire de Roswell dit que les Américains avaient des radars ultra puissants pour perturber les... Heureusement que j'étais assez par. Oui. Oui, effectivement, c'est d'après les sources que j'ai, c'est ça aussi, c'est-à-dire que les Américains ont utilisé des radars au début pour observer et pour localiser, l'utilisation normale d'un radar sur ce type d'objets qui était très fréquent dans les années 40. Et ils se sont aperçus qu'en pointant certains radars très puissants à impulsion, je ne suis pas déguisé, ils se sont aperçus que la trajectoire était modifiée et que c'était apparemment, ça venait bien qu'ils pouvaient perturber le système de navigation de ces engins. Et donc ils ont accéléré la fréquence des chutes et donc des crashs. Et ça les intéressait pour la rétro-ingénierie d'ailleurs. Et ils ont trouvé la parade assez rapidement et pendant quelques temps ça a fonctionné, le temps qu'ils trouvent la parade. Oui, c'est aussi tout à fait. Un tout petit complément sur l'antigravité, sur l'expérience de Robert Lortal qui est décrite dans l'OVNI en France. Quand il décolle dans l'engin antigravité, il ne s'aperçoit pas qu'ils sont partis. Il n'a rien senti. Il demande à ses hôtes, et à ce moment-là, ils rendent la paroi transparente, et il s'aperçoit qu'ils sont au-dessus d'une ville, et qu'ils sont déjà très hauts. Donc il n'avait rien senti du tout, du départ. Oui, mais ça confirme ce que je dis. Oui. Exactement, ça rejoint ce que vous dites également, les témoignages d'abductés montrent également un phénomène que je ne comprends pas, mais c'est que la gravité, notre gravité au moment où on est sur Terre, de 1G, donc, est conservée également. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus en antigravité dans le vaisseau. Ils ne sont pas en train de flotter comme voilà, on a pas besoin. Non, ils sont... Et non seulement on ne ressent rien lors des déplacements, même y compris à angle droit, mais la oui, mais ils peuvent créer, s'ils maîtrisent l'antigravité, ils peuvent recréer une gravité artificielle de 1G. Voilà, une fois qu'on sait faire, il faut déjà comprendre comment ça marche. Une fois qu'on a compris comment ça marche, après, elle peut être vaincue, voilà. On ne sent plus rien, aucune différence. On peut comprendre l'effet de l'antigravitationnel de haut en bas, je dirais, mais quand vous déplacez un objet latéralement, il y a quand même l'effet de ce qu'on appelle l'inertie. Le changement de direction brutal, comment il fonctionne. Oui, donc c'est expliqué en détail dans ce bouquin, et y compris l'article donc, de lieutenant Plantier des D53, où en fait ces engins, ils peuvent, ils s'inclinent, en fait, ils se déplacent, mais en s'inclinant comme ça. Donc la gravité est orientée comme ça. Et donc on flotte, ils se penchent. C'est pour ça qu'ils se penchent, en fait. Ils se penchent parce que c'est ce qu'explique donc l'article du lieutenant Plantier en 53. Merci encore. Au vu de ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer sur l'Eldorado, sur le bateau qui devait disparaître? Non, j'en sais pas plus que ce qui est dit dans les films et dans les articles, etc. Quoi. Donc, oui, voilà. Peut-on croire jusqu'où s'il y a eu... dans certains bouquins que j'avais lus, ils essayaient de faire parler Thomson Brown, mais bon, c'est pas facile de savoir vraiment quoi en conclure. De toute façon, il s'est passé un truc qui n'était pas prévu. Oui, apparemment, il s'est quand même passé des choses étranges. Ok, merci. Juste un détail, vous avez parlé de l'éphéos tout à l'heure, je pense que c'était plutôt l'effet cathédrale, parce que l'éphéos, c'est déformation de l'espace environnement, enfin de l'espace-temps du témoin par rapport à... La réduction de la suppression du son. À la suppression du son, non mais l'environnement change complètement dans l'éphéos. D'accord. C'est une...
le fait que la personne se sent complètement seule et n'entend plus aucun bruit. Comment dirais-je, tout ce qui pourrait se passer dans son environnement soit est arrêté, soit n'existe plus. Donc c'est pas seulement l'effet de... Enfin bon, moi ce que je voulais dire, c'était que l'effet cathédrale, c'est un petit ovni très grand à l'intérieur. D'accord, oui. C'est ça. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est on rentre dans une petite pièce et puis ça. Oui, mais pour moi c'est à l'intérieur. Oui, vu de l'extérieur, en fait, l'OVNI comme il crée un mur ça peut être une interprétation. C'est mon interprétation que si il crée ce champ de gravité donc répulsif, ça va faire une lentille divergente. Donc il paraît beaucoup plus petit que la réalité. C'est mon interprétation. Ça explique les ovnis qui partent d'un seul coup en disparaissant. Non, même au sol. Ah, ouais. La taille des ovnis, à l'exception de la taille perçue par rapport à perçue. Ah d'accord, c'est une interprétation personnelle de ce que pourrait faire avec des ondes scalaires. Il y a aussi de nombreux témoignages d'ovnis gigantesques. Oui, il y a aussi des énormes. C'est pas une question, c'est une réflexion, mais c'est pour savoir ce que vous en pensez également. Au début de la conférence, je reviens au tout début, on parlait de ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans tous les pays. Ça n'a pas été cité, mais c'est le cas en Chine, on en parle beaucoup d'ailleurs, de reconquête spatiale, notamment sur la Lune, de la bonne vieille Lune finalement, et qui avait été abandonnée depuis que la guerre froide était finie et que les Américains avaient gagné. Bon, puis il y a eu des tas de raisons de ne pas le faire aussi au niveau technique finalement, parce qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus, c'est pas clair pour moi. Mais en tout cas, actuellement, des partenaires privés, non seulement gouvernementaux, mais des partenaires, vous avez cité Elon Musk. Pardon, oui, c'était vous, donc c'était avant votre conférence. Effectivement. Et donc, des partenaires privés, SpaceX, Elon Musk et d'autres se rangent sur le point de départ de tout ça. Et je pense que les gouvernements ne peuvent pas arrêter ça. Ou alors, c'est trop gros, c'est trop énorme. On a vu ce qui s'est passé avec beaucoup de gens qui ont disparu, qui ont arrêté les travaux, mais là, c'est Elon Musk ou des gens comme ça, c'est des milliards, c'est financièrement. On ne peut pas les éliminer, on peut pas les... Et donc, ils vont arriver. Et donc, je pense que la divulgation va se retrouver dans une autre façon, puisqu'on va être obligé, les gouvernements vont être obligés d'assumer, au bout d'un moment, que la Lune est visitée, qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a des bases, et même sur la face cachée. Les Chinois vont bien pouvoir parler, personne ne va empêcher les Chinois de parler, ni les Russes, ni les Américains, s'ils veulent parler, en tout cas, s'ils veulent parler. Mais les privés, à plus forte raison, les privés, les entreprises privées, qui va leur mettre pression, ils vont filmer, ils vont faire des voyages commerciaux avec des gens à bord, voilà, on pourra faire un voyage sur la Lune comme on fait un voyage touristique. La divulgation va forcément entraîner, ça va tout entraîner, y compris l'énergie libre. Et puis une deuxième chose, pendant le micro, que pensez-vous de ce qui se passe au Japon? L'énergie libre, elle est condamnée partout, enfin on en empêche, mais au Japon il y a des développements, il y a même des véhicules qui fonctionnent sans batterie, électrique, etc. Voilà. Moteur Minato, c'est ça Minato entre autres, oui. Mais pour la divulgation, j'ai posé deux choses. Pour la divulgation, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait qu'il y a des privés qui s'alignent sur la conquête spatiale? Il faut espérer qu'elle va finir par arriver, même si ce qui est désolant, c'est qu'on continue à utiliser des fusées à poudre pour y aller, quoi. Oui, il y a des fusées officielles pour aller sur la Lune de la NASA. En fait, c'est un deuxième recyclage de la navette spatiale. Avec le moteur central, c'est à peu près la même chose, sauf que au lieu des moteurs d'être sur une navette, ils sont d'abord en dessous le corps principal, et puis les deux boosters à poudre, c'est pratiquement les mêmes que les boosters à poudre de la navette. Tout ça, ça coûte extrêmement cher, ça met des temps incroyables, des années, des dizaines d'années à ne pas avancer, ça dépense tout l'argent de la NASA, et donc pour moi, c'est à la limite, traitez-moi de paranoïaque et de complotisme, mais c'est quasiment du sabotage, qu'on ne veut pas avancer. Et puis arrive là-dedans Elon Musk qui propose sa nouvelle fusée.
il va falloir qu'ils se battent, hein, parce que c'est facile d'avoir des échecs et de perdre tout son argent. Hein. Parce que la meilleure façon de devenir millionnaire en dollars avec des fusées, c'est de commencer milliardaire. Ça, c'est bien connu. Donc, alors maintenant, ce qu'il y a sur la Lune, est-ce qu'il y a des choses à découvrir? Il faut voir que Elon Musk, il est prisonnier des contrats d'État. À l'heure actuelle, parce que j'ai parlé du vaisseau Dragon, 60% de son, au plus que ça, de son financement vient de l'État. Les commandes, c'est des commandes d'État. Il veut travailler avec les militaires. Il ne va pas travailler avec les militaires comme ça, sans donner des preuves de son dévouement civique, etc., etc. Les Israéliens, c'est privé, sauf que derrière, il y a toute l'industrie militaire israélienne. Il y a peut-être que la petite fusée néo-zélandaise dont je vous ai parlé, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que derrière les capitaux, à l'origine, pour le projet, ils étaient néo-zélandais, mais ils n'ont pas suffi. Ils ont été en Californie trouver des capitaux qui sont en fait des capitaux militaires, et les derniers lancements, c'est des lancements pour le DARPA. Hein, et donc c'est vraiment des lancements militaires. Donc tout ça, c'est bien encadré. Moi, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais méfiance. C'est toujours très bien encadré. Et puis ceux qui se posent sur la Lune, par exemple les Chinois n'ont pratiquement pas publié de photos. Juste 2-3 photos, pas plus. Alors que leur petit rover, il a fait des tours et des tours. Bon, je parle trop, c'est pas ma conférence. D'autres questions? Je n'ai pas creusé encore cette partie. Ce qui se passe, c'est que... Peut-être une question ou une remarque? Oui. Il n'y a pas de laboratoire français qui a, comme le CEA ou le CNRS, travaille dans ces nouvelles énergies. Ils vont pas trop en parler, je pense. J'espère qu'il y a des travaux dans le domaine. Ça me ferait mal s'il n'y avait pas de travaux. Mais bon, ils vont pas les sortir au grand jour. Pour quelle raison? Parce que c'est des nouvelles énergies. Ça écroule l'économie dans le système capitaliste actuel. Il y a l'économie du pétrole, du nucléaire. Donc ils ne peuvent pas en parler. C'est les lobbies du pétrole, et pour nous en France particulièrement les lobbies du nucléaire. Et derrière, les banques qui ont financé tout ça. Et puis derrière, tout ce qui est les banques ont gagné comme argent et qui dépendent de tout ça, l'agriculture qui mange du pétrole en voiture, voilà, etc. C'est la même chose que JP Morgan à l'époque de Tesla, et ses lignes de vie, il fallait électrifier, il fallait mettre de l'eau. C'est ça, voilà. Ils vont tuer des gens. Tesla, ils vont pas tuer directement, mais... Toute l'économie capitaliste tient grâce à ça, et on exploite les autres pays, l'Afrique, les pays du tiers-monde, etc. Il y aurait de l'énergie libre, ces pays-là. À titre d'exemple, c'est pas dans le sujet, mais ça le rejoint. Ce qui se passe avec l'industrie pharmaceutique, quand un chercheur trouve un médicament qui soigne vraiment une maladie, on l'élimine, on l'écarte, hein, c'est pas bon, c'est pas rentable. Bon, faut pas soigner, faut pas guérir la maladie, il faut la traiter. Tout le temps, si possible avec des médicaments, avec la ZT, etc., pour le sida, etc. Il y a sûrement des gens qui ont trouvé des moyens de guérir le sida, mais ça ne les intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques, parce que ce qui les intéresse, c'est de vendre très cher et de manière récurrente et à vie des traitements qui ne guérissent pas mais qui soignent. Voilà. Donc et on en est là. Voilà, exactement, ça pique à tous les domaines. C'est pour ça que je citais cet exemple qui n'est pas directement lié, mais qui est lié au sens du cynisme du monde économique capitaliste dans lequel on vit, et c'est pour ça que tout est étouffé. Voilà. On en est là, c'est comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, chez vous, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Non, mais c'est bon, qu'est-ce qui vous a fait permettre de passer de la physique à l'appliquer à votre réflexion, à vous mettre en parallèle avec les ovnis, les apparitions dont on a l'habitude de traiter ici? Donc au départ, c'est la BD de Jean-Pierre Petit qui a été le début pour moi de mon centre d'intérêt là-dessus. Et quand j'étais adolescent, j'étais tombé sur un livre de Jean-Claude Bourret des années 70, j'étais adolescent à l'époque, et j'avais eu une première piqûre à l'époque, mais j'avais jamais creusé le sujet, j'étais trop jeune, je m'intéressais pas, j'avais pas le temps. Mais là,
ça m'a interpellé et mon esprit de curiosité a fait que j'ai creusé le sujet, et quand je creuse un sujet, je le creuse beaucoup. Oui, en tant qu'ancien électronicien, je me suis documenté sur l'énergie libre et les différents dispositifs qui sont relatés sur Internet, et je fais des manips moi, en ce moment là, sur le moteur unipolaire de Faraday, et qui pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous connaissez l'engin. Donc effectivement, lorsqu'on fait tourner un champ magnétique, est-ce qu'il tourne vraiment? C'est-à-dire que la notion de ligne de champ magnétique, c'est un concept, mais je veux dire, personne n'a jamais vu une ligne de champ magnétique. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de physique fondamentale, hein, sur toutes ces inventions. Et il y a aussi le principe du moteur de Faraday. Bon, pardon? Ça répond aux lois de l'électromagnétisme connues. Là, il n'y a pas de mystère. Pardon, le moteur homopolaire, c'est les lois de l'électromagnétisme. Non, quand on fait des manipes dessus, on s'aperçoit, enfin, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, il y a le moteur, le moteur, je ne me rappelle plus de son nom, de Thomas Barden, le moteur sans mouvement. Le motionless. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont donné lieu à des dépôts de brevets. Donc, les inventions sont ouvertes et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Plein de dispositifs, en matière. Mais alors vous-même, est-ce que vous faites des manips Non, je ne suis pas très bricoleur, moi. Je suis plus théoricien que bricoleur. Enfin, mais il en faut. Hein. Enfin, en tout cas, bravo. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez donné une montagne d'informations. Merci. Bon. Peu de questions, on dirait. Eh ben, on a eu quand même un bon débat. Hein. C'était pas mal de questions, des questions variées. Bon, je vais clore la soirée. On va remballer. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine soirée. Ça sera donc le 3 mai, pour écouter le Canadien nous expliquer comment il a vécu avec ses extraterrestres. Et puis le 7 mai, donc c'est quelque chose de plus sociologique, c'est donc l'influence des extraterrestres sur la science-fiction et vice-versa. Avec Franck Morin.